Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actu du geek. Alors c'est bientôt le départ pour Colmar. Vous savez, samedi et dimanche, je serai au salon du livre, je vous l'ai déjà dit. N'hésitez pas à venir me voir si vous pouvez. Et donc on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de plusieurs sujets. On va parler du musée de Xbox. J'ai trouvé ça assez marrant et assez intéressant comme initiative. On va parler de Qualcomm. Qualcomm, et oui, ont promis un nouveau processeur, un nouveau CPU pour PC ultra puissant. Et ils se sont armés d'une arme secrète, vous allez voir laquelle. On va parler également de Nvidia AMD, la guerre des titans. Eh bien, apparemment, Nvidia serait en passe de gagner, en tout cas sur les quelques trimestres qui sont passés. On va parler aussi de PSVR 2, Sony, on a des news ou des leaks. Mais en tout cas, si c'est des news, elles sont très intéressantes. Et on va finir sur Hellbound, la nouvelle série coréenne terrible. Je vais dire ce que j'en ai pensé. A tout de suite. Alors commençons tout de suite par Xbox. Xbox, ils ont créé un musée virtuel, et oui, un musée virtuel, sur l'histoire de Xbox, les 20 ans de Xbox. Je trouve l'initiative très intéressante. Donc l'adresse c'est museum.xbox.com. Allez-y si vous n'y êtes pas déjà allé, c'est très intéressant, vous allez voir les différentes machines, mais c'est surtout la représentation qu'ils ont fait de leur musée virtuel. C'est assez sympathique, je trouve, c'est une très belle initiative et c'est techniquement très bien fait. Et vous allez pouvoir ainsi vous balader en 3D dans un univers qui va représenter soit la Xbox 360, soit la première Xbox, soit la Scorpio ou la Xbox One, ou soit bien entendu les nouvelles Xbox Series. Et vous allez avoir des tas de détails concernant ces différentes machines et l'histoire qui les a entourées, avec bien entendu les différents événements qui ont parcouru ces machines. Donc n'hésitez pas à y aller, moi personnellement je trouve ça très intéressant, certains vont dire que c'est gadget, mais écoutez, c'est quand même une belle initiative, en particulier pour ceux qui suivent depuis longtemps Xbox, ce n'est pas mon cas, vous le savez, mais pour ceux qui suivent depuis longtemps Xbox, je trouve que l'attention est intéressante. Xbox voulait faire une marque d'attention à tous les joueurs qui suivent Xbox depuis si longtemps, et je trouve que l'attention est très belle, et j'espère que ce musée continuera à être alimenté par les nouveautés qui vont arriver chez Xbox. John Pedi Research nous a sorti des chiffres nous montrant la quantité de ventes au troisième trimestre 2021, la quantité de ventes des cartes GPU, des cartes Nvidia et AMD, et également, bien entendu, dans ce pourcentage, il y a également tout ce qui est, vous savez, dans les CPU, il y a une partie parfois GPU intégrée, comme par exemple les i7 12700K, c'est un exemple, et donc il a donné également les chiffres pour les CPU qui contiendraient une partie iGPU. Ça veut dire que sur les 101 millions de cartes vendues, apparemment 101 millions de cartes vendues au troisième trimestre 2021, c'est juste énorme. Là où on dit qu'il y a pénurie, où il n'y a plus de cartes, il y aurait 101 millions de cartes vendues dans le trimestre, vous imaginez? Et donc les deux précédents trimestres, on peut imaginer que c'est le même chiffre. Et donc sur ce chiffre-là, eh bien il y aurait 80%, plus de 80%, ce seraient des cartes Nvidia. Alors pourquoi? Ben je pense que Nvidia, déjà historiquement parlant, ils ont une avance sur AMD. AMD revient bien entendu, mais ceci dit, Nvidia, c'est comme exactement PlayStation et Xbox, Nvidia, ils ont de l'avance en termes d'image. Le second point, bien entendu, c'est toujours le marketing Nvidia très fort. Sur quoi? Sur le ray tracing et sur le DLSS. Et en particulier sur le ray tracing, où ils disent qu'ils sont en avance par rapport à AMD. Et c'est vrai qu'ils sont plutôt en ray tracing 2.0 par rapport à AMD qui a embarqué seulement dans ses nouvelles cartes le ray tracing en hardware. Et donc, en conclusion, on va attendre les futures cartes RTX 4000 côté Nvidia, RX 7000 côté AMD, pour voir ce qui va être fait chez l'un et chez l'autre, pour contrebalancer côté AMD cette différence et pour essayer de rattraper ce retard. Alors on parle beaucoup d'Intel, d'AMD et d'Apple bien entendu, côté CPU ou côté APU plutôt, pour Apple avec ses M1 en l'occurrence. Oui, mais on oublie un tout petit peu Qualcomm, et oui Qualcomm, ils sont à l'affût comme on dit. Alors certes ils avaient pris du retard, mais visiblement ils ont fait un petit coup plus que marketing, on va dire technique, puisqu'ils ont acheté une société 1,5 milliard tout récemment, Nuvia, et non pas Nvidia, hein. Nuvia, c'est une société qui a été créée en 2019 par 3 spécialistes, 3 ingénieurs de chez Apple, des gens qui travaillaient en particulier sur les processeurs de chez Apple, et oui, les processeurs pour les iPhones et les processeurs pour les tablettes. Mais probablement, on peut imaginer qu'ils ont vu le développement, le design M1 avec l'architecture ARM. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Qualcomm s'intéresse fortement au CPU PC, puisqu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire un super CPU PC, probablement en architecture ARM. Je vous rappelle qu'ils ont l'exclusivité pour l'instant Windows
sur architecture ARM. Donc vous comprenez, Windows 10, Windows 11 embarqués dans l'architecture ARM pour leurs futures puces, leurs futures super puces. Des puces qu'ils annoncent comme 50% plus puissantes que les puces actuelles en Zen 2 et qui consommeraient seulement un tiers de la consommation. Des puces qui seraient probablement d'ailleurs fabriquées en 3 nanomètres puisqu'elles n'arriveraient pas avant 2023. Et vous savez que Qualcomm est très bien placé chez TSMC en l'occurrence. Alors on va voir ce que ça va donner, mais il faut que quand même Qualcomm fasse attention parce que bien entendu, Apple de son côté, Intel aussi et AMD continuent à avancer et en 2023, chacun aura fait des bonds de géants, on peut le penser. Alors on a eu des news sur le PSVR 2, des news ou des leaks là encore, mais il y a eu beaucoup de leaks qui ont été reportés, est-ce que c'est des rumeurs ou pas? Et ces news, qu'est-ce qu'elles disent? Eh bien elles disent que le PSVR 2 promet beaucoup, il y a beaucoup de gens qui s'emballent et qui s'enflamment devant les possibles spécifications de ce PSVR 2, je vous rappelle quand même, il va faire 4000 points sur 2040 points en termes visuels, HDR, 110 degrés d'angle de vision, juste énorme, Light Tracking, c'est-à-dire le suivi de vos pupilles, et en plus haptique, c'est-à-dire vibration, etc. etc. C'est un casque qui promet du lourd avec les commandes en plus. La fréquence d'affichage sera de 120 Hz, c'est-à-dire 120 fps pour la PS5 bien entendu, puisque c'est un casque qui sera dédié PS5, ce qui est très intéressant. Donc ce casque est supérieur à l'Oculus Quest actuel, l'Oculus Quest 2, c'est-à-dire qu'il a une résolution pareille qui est déjà supérieure. D'ailleurs, si on regarde la résolution, 4000 points sur 2040 points, en global, hein, sur les deux yeux, eh bien ça correspond ni plus ni moins finalement quasiment qu'à du 4K. Et oui, du 4K, 3840 sur 2160 points, je vous rappelle, on est quasiment pareil en nombre de points, c'est assez logique, c'est-à-dire c'est vraiment fait pour la PS5 et non pour la PS4 et PS4 Pro. Eh bien tant mieux, parce que ça veut dire qu'on aura peut-être des jeux spécifiques PS5 dessus. Moi je l'attends avec impatience. Pourquoi j'attends avec impatience? Parce que ça promet du lourd déjà, et puis parce que c'est la force de Sony, la force de Xbox, c'est le Game Pass, on le sait très bien. La force de Sony, c'est justement la réalité virtuelle, le VR. C'est là qu'ils doivent appuyer. J'ai toujours dit d'ailleurs qu'ils avaient une avance là-dessus. Il faut qu'ils la conservent et qu'ils appuient là-dessus, même si le VR ne représente pas une majorité de joueurs. Tout dépendra d'ailleurs de la qualité de ce casque et tout dépendra de la qualité des jeux qui vont sortir dessus. Mais c'est toujours intéressant d'avoir un porte-drapeau fort, et de ce côté-là, Sony, oui, ils ont un porte-drapeau assez fort avec le VR, comme Xbox avec le Game Pass. Donc dès qu'il sortira, ou dès qu'on aura des news, eh bien croyez-moi, je me le paierai, et en tout cas je vais en parler dès qu'on aura des news un peu plus détaillées sur ce casque à venir, et je pense qu'il pourrait sortir plus tôt que ce qu'on pense, c'est-à-dire en 2022, et oui, parce qu'on avait dit on ne sait pas trop quand il va sortir, peut-être qu'il sortirait en 2022, ce qui serait un bon coup de la part de Sony. Finissons avec Hellbound, la nouvelle série coréenne qui arrive sur Netflix. Netflix, ils ont très bien compris une chose, hein, c'est que les séries coréennes, ça plaît, et donc ils nous en envoient un paquet, et ils en rachètent un paquet d'ailleurs en Corée, pour nous les offrir sur leur plateforme en France et ailleurs. Alors Hellbound, pas de spoil bien entendu, comme d'habitude, mais ça parle de quoi? Eh bien écoutez, ça on le voit tout de suite dès les premières images du film, eh bien ça parle de personnes qui sont au hasard, hein, apparemment entre guillemets, des pécheurs, ceux qui ont commis apparemment des grands péchés, eh bien ils sont victimes d'une apparition assez démoniaque, qui leur prédisent leur mort prochaine dans les quelques jours, les quelques heures, voire un peu plus. Et bien entendu, le jour J, des monstrueuses créatures arrivent, les fracassent, c'est le cas de le dire, hein, c'est assez sanglant, avant d'absorber leur énergie et de les transformer eh bien, en espèce de squelettes fumants et noircis. Voilà, ne vous inquiétez pas, ce n'est absolument pas du spoil, ça arrive dans les 5 premières minutes du premier épisode. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette série? Écoutez, il y a des points très positifs et des points assez négatifs, pour moi bien entendu. Les points négatifs, je vous avais parlé de My Name, vous vous rappelez de My Name? Alors j'ai vu Kingdom, j'ai vu bien entendu Squid Game et My Name. Et j'avais dit que ça s'améliorait pour moi, c'est-à-dire que grosso modo, le défaut que je trouve personnellement, je sais qu'il y en a certains qui sont habitués et qui disent c'est normal, ça vient de Corée, c'est comme ça là-bas, mais ceci dit, My Name, j'avais vraiment trouvé que ça s'était amélioré de ce côté-là, c'est-à-dire l'exagération dans la façon de tourner des personnages, des acteurs coréens, leur expression beaucoup trop poussée par rapport à la réalité. Vous savez, ils exagèrent, ils poussent les traits au maximum et même un peu trop à mon goût. Et donc My Name, j'avais trouvé ça parfait parce que justement, les acteurs jouaient juste. Bon ben là on retombe un peu dans la série coréenne classique, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui en font une caisse et un peu trop à mon goût, et ça se voit.
Le deuxième défaut, à un moment donné, vous verrez, là aussi pas de spoil, c'est à un moment donné, bon c'est particulier, vous verrez un acteur un peu particulier, un personnage un peu particulier qui représente, on va dire, le porte-parole des pointes de flèche. Je vous laisse découvrir qui sont les pointes de flèche. C'est un personnage illuminé dans une chambre à la lumière violette avec plein de logos fluorescents, complètement déjanté, et c'est très bien joué. D'ailleurs, j'ai trouvé que son personnage était risible, mais super bien joué au début. Le problème, c'est qu'apparemment le réalisateur a trouvé ça tellement génial qu'il nous en rajoute, il nous en rajoute, il nous en rajoute, et c'est comme un bon plat. Lorsque vous mettez un peu d'épices, ça va, lorsque vous en mettez trop, ça devient vite écœurant. C'est un peu pareil dans ce cas-là, à mon goût. Les effets spéciaux, ben écoutez, il n'y en a pas des masses, hein, puisqu'on voit que les créatures. Si, à part les créatures, il n'y a pas d'effet spécial particulier. Et les créatures, c'est une pâle copie quand même de Hulk mélangée avec une créature style Yeti. Bref, je vous laisserai découvrir, mais voilà, elles sont pas moches, mais ce n'est pas non plus révolutionnaire. Mais ça, passons encore, ce n'est pas le principal du sujet dans cette série. Alors cette série, quelles sont ses qualités? Bon, déjà, il y a une dénonciation, il faut bien le reconnaître, de tout ce qui est sectaire, religieux sectaire. Et donc ça, c'est pas si mal fait que ça, même si c'est parfois un peu exagéré. Il y a des personnages qui sont assez intéressants. Dans les méchants, par exemple, il y a un personnage au début qui est assez intéressant, qui est assez en demi-teinte. Après, ça se gâte un petit peu. Je vous laisserai découvrir la série, 6 épisodes, je vous rappelle. Ce qui est très très bien, par contre, c'est une rupture à un moment donné, une rupture assez surprenante, qui m'a surpris. Un changement directionnel de récit, c'est assez intéressant. On part sur autre chose à un moment donné, ou presque, et donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc pour résumer, l'idée originale est pas si mal que ça, c'est plutôt bien exploité, bien que, il y a quand même quelques failles, on sent quelques failles de ci et de là, il y a quelques longueurs, mais pas trop, il y a aussi pas mal d'action à certains moments. Ça se laisse regarder, c'est à vous de juger si vous êtes intéressé par cette série. Ce n'est pas la meilleure série coréenne que j'ai vue, ce n'est pas la plus mauvaise sans doute non plus. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.